Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de talent. Vous commencez à les connaître et on s'intéresse cette fois-ci encore à un talent en dehors de nos frontières, un talent américain. J'ai nommé IBM, International Business Machines. Désolé pour l'accent. IBM est considéré comme indissociable de son produit phare, l'ordinateur, et pourtant les origines du groupe remontent à bien avant les ordinateurs, à la fin du 19e siècle aux États-Unis, plus de 50 ans donc avant les premières ébauches de ce qui est devenu les ordinateurs. Tout commence donc avec Hermann Oehlrich, qui est un statisticien américain d'origine allemande, comme son nom l'indique. Diplômé de Columbia, il travaille au bureau de recensement des États-Unis à Washington et notamment au dépouillement du recensement de 1880. Un dépouillement qui va durer 9 ans. Ça tombe bien parce qu'il y a un nouveau recensement qui s'annonce en 1890. À cette occasion, pour accélérer un peu les choses et organiser une compétition avec à la clé le juteux contrat du traitement des données du nouveau recensement de 1890 donc. Oehlrich va s'inspirer notamment du poinçonnage des billets de train, nominatifs et individuels, sur lesquels les différentes informations du voyageur, destination, taille, couleur de cheveux et âge, sont enregistrées en poinçonnant le ticket en différents endroits sur les côtés. Des petits trous, toujours des petits trous, vous connaissez la chanson. Pour la compagnie de chemin de fer, l'idée est de permettre ultérieurement aux contrôleurs à bord du train de détecter les fraudes d'échange de billets en y décryptant donc cette première photographie poinçonnée. À partir de là, Oehlrich va construire une tabulating machine, une tabulatrice en français, à savoir une machine électromécanique conçue pour résumer les informations stockées sur des petites cartes, 12 à 6 cm, c'est vraiment tout petit, perforées à trous ronds, qui comprennent à l'origine 12 lignes et 24 colonnes, ce qui correspond à plus de 200 données différentes sur les personnes recensées. C'est une révolution par rapport aux 5 informations obtenues jusque-là, donc c'est plus précis et également plus rapide, puisque ce recensement se fera en 6 ans seulement. Hermann Oehlrich a ainsi inventé ce qu'on a appelé la mécanographie, et il est par là même le premier à permettre l'enregistrement de données sur un support lisible par machine, ce qui marque, en toute simplicité bien sûr, le début de l'ère du code binaire mécanisé et des systèmes de traitement de données semi-automatiques, un concept qui va dominer tout le siècle qui va suivre. La tabulatrice, qui a été donc brevetée en 1884, a été originellement développée, on l'a dit, pour aider à traiter les données du recensement américain de 1890. Hermann Oehlrich voit plus loin que ce recensement et incorpore dans la foulée en 1896 une entreprise qu'il va nommer en toute logique la Tabulating Machine Company, et qui va développer de nouveaux modèles de tabulatrices donc destinés à des applications commerciales, comme la comptabilité ou encore le contrôle des stocks. En 1911, la Tabulating Machine Company fusionne avec 2 autres sociétés également créées à la fin du 19e siècle, la International Time Recording Company, ITR, qui a notamment développé avec succès les premières pointeuses utilisées pour suivre les heures d'entrée et de sortie des travailleurs, et avec une autre entreprise, la Computing Scale Company of America, qui commercialise des échelles de calcul. Le nouveau groupe, issu donc de ces 3 sociétés, est renommé Computing Tabulating Recording Company, CTR pour les intimes, et un nouveau président est recruté en 1914 pour la diriger, Thomas J. Watson Sr., qui restera à la tête du nouveau groupe pendant plus de 40 ans, transformant l'entreprise en une entité internationale. Il la renomme assez vite, dès 1924, International Business Machine, le IBM que nous connaissons, et commence à développer le segment des machines à écrire électriques et d'autres machines à destination des professionnels, dans les bureaux donc. Particularité importante, Watson est à la base un vendeur. Il a commencé par vendre tout simplement des machines à coudre et des instruments de musique avant de gravir les échelons petit à petit. Et donc, chez IBM, il va se concentrer sur la constitution d'une force de vente très motivée, très bien rémunérée, qui va rester dans l'ADN de l'entreprise et qui, comme ça, propose des solutions très adaptées aux clients qui sont peu familiarisés à l'époque avec les dernières technologies. C'est ce même Watson qui a introduit pour motiver ses équipes de commerciaux la devise Think, qui est devenue plus tard un symbole largement connu d'IBM. Watson est un ami du futur président Roosevelt et il aime tellement IBM qu'il va refuser des postes aussi prestigieux que celui de secrétaire d'État au commerce ou d'ambassadeur à Londres, préférant rester à la tête de son groupe. Son credo, IBM est davantage qu'une entreprise, c'est une immense institution mondiale qui vivra éternellement. Un peu plus de 100 ans après, peut-être avait-il raison. Page sinistre de l'histoire de l'entreprise,
IBM a racheté en 1922 90% des parts de l'un de ses clients, l'entreprise allemande de HOMAG, qui à l'époque rongeait par la crise monétaire et l'hyperinflation, et donc IBM réalise ce rachat pour lui éviter la faillite. La DHOMAG, quoique contrôlée à 90% par une firme américaine, reste toutefois allemande, de par les 10% de son capital qui sont encore allemands et sa localisation. Et à partir de 1933, son chiffre d'affaires et ses profits explosent. Parce que grâce à ces machines Olris, toujours utilisées, elle va fournir aux hommes de Hitler un recensement racial clé en main de la population du pays et notamment faciliter le fichage minutieux des populations juives, en Allemagne d'abord, puis dans le reste de l'Europe. Dans les années 1940 et 1950, IBM lance ses premières expériences avec des ordinateurs, qui constituent alors de modestes avancées sur le système Olris à base de cartes qui aura donc perduré jusque-là, plus de 50 ans. En 1944, c'est le lancement du Harvard Mark I, qui est mis au point par Harvard et IBM, et c'est donc une machine de calcul décimal qui lit les programmes depuis une bande de papier. Elle pèse à l'époque 5 tonnes et occupe une place de 37 mètres carrés. Elle est composée de plusieurs calculateurs qui travaillent en parallèle et réalisent 3 opérations sur 23 chiffres par seconde, ce qui est vraiment colossal pour l'époque, mais reste assez peu prêt à porter. En avril 1952, nouvelle évolution, IBM produit son premier ordinateur scientifique, l'IBM 701 pour la défense américaine. Il peut effectuer 16 000 additions ou 2200 multiplications par seconde. On a déjà passé un step. En 1956, c'est le premier système à base de disque dur, le RAMAC 305, qui peut enregistrer 5 mégaoctets de données, c'est très peu par rapport à aujourd'hui, pour la modique somme de $10 000 par mégaoctet. 1959, autre étape, le lancement de l'IBM 1401, un ordinateur commercial qui utilisait encore des cartes perforées et a été le premier ordinateur vendu à plus de 10 000 exemplaires. Mais la grande percée d'IBM va avoir lieu à partir de 1964 avec la série 360, qui est la première gamme d'ordinateurs compatibles entre eux, et la première gamme aussi à couvrir l'ensemble des domaines d'application commerciale et scientifique. Plus de 14 000 ordinateurs IBM 360 vont être vendus jusqu'en 1970, date à laquelle ils vont être remplacés par la série 370, beaucoup moins chère pour une puissance égale. IBM a l'intelligence de proposer une gamme complète de matériel, de logiciels et de contrats de service afin que les utilisateurs, professionnels essentiellement, à mesure que leurs besoins augmentent, restent avec Big Blue, c'est le surnom qu'on a donné au groupe d'après la couleur de son logo. Étant donné que la plupart des logiciels étaient écrits sur mesure par des programmes internes et ne fonctionnaient que sur une seule marque d'ordinateur, il était alors trop coûteux pour les entreprises de changer de marque. Et c'est ainsi que IBM a pu établir son hégémonie. En 1978, devant le succès de l'Apple II, qui domine alors l'industrie de l'ordinateur personnel, et ce jusqu'en 1983, avec plus de 2 millions d'Apple II qui sont vendus, IBM décide de renouer également avec le marché de l'ordinateur personnel. En août 1981 va sortir l'IBM PC, le Personal Computer, qui va assurer quelque temps à IBM 21% du marché des micro-ordinateurs, bien que celui-ci n'a alors constitué pour le groupe qu'une minorité de son chiffre d'affaires. L'architecture ouverte de ce premier PC en a fait l'ancêtre de tous ceux qui ont suivi, de la marque IBM ou non. Dans les années 1980, IBM est toujours de très loin le premier fabricant d'ordinateurs au monde. Le numéro 2 mondial, DEC, étant alors 5 fois plus petit. La fin des années 1980 et le début des années 1990 sont en revanche plus difficiles pour le groupe, qui ne réussit pas à s'adapter assez rapidement à la révolution de l'ordinateur personnel. Après une série de réorganisations, IBM reste toutefois aujourd'hui parmi les leaders mondiaux du secteur de la technologie, aux côtés des GAFAM. Voilà pour la longue histoire d'IBM, mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que c'est? Que font-ils? Eh bien, ils ont 4 grands segments d'activité. Le premier, le principal en termes de part des ventes, étant la prestation de services informatiques, 57% des ventes, et ça consiste donc en des prestations de conseil, de gestion des applications, d'intégration de systèmes, d'hébergement de support technique, etc. Autre grand segment, le développement de solutions cognitives, de logiciels, de traitement de transactions et surtout du cloud, le nerf de la guerre pour IBM et qui représente en 2020 32% des ventes. Troisième point, la vente de matériel informatique et de logiciels, 9% des ventes. On parle ici de micro-ordinateurs, de serveurs, de périphériques, de réseaux, de matériel de stockage et de données, etc. Et enfin, dernier pôle, le financement d'équipements informatiques pour 2% des ventes. À noter qu'en termes de résultats avant impôt, la répartition est bien différente.
70% du résultat étant généré par le cloud et les solutions cognitives, qui constituent donc, on l'a dit, le grand pari pour IBM actuellement. Le groupe est par ailleurs parfaitement mondialisé, 46% de ses ventes provenant des Amériques, 32% de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique et 22% de la zone Asie-Pacifique. Aujourd'hui, les questions qui se posent pour l'investisseur qui s'intéresse à IBM sont multiples. Tout d'abord, la technologie a tout de même été en bourse ces 10 dernières années l'un des secteurs les plus porteurs en raison de la numérisation de l'économie de la société. Et l'action IBM, elle, s'est pourtant révélée être un investissement médiocre. Le cours a en moyenne baissé de l'ordre de 2% par an depuis 10 ans, en ligne avec la baisse des résultats par action pendant la même période. Donc est-ce qu'il faut vraiment rattraper un couteau qui tombe ou est-ce qu'il vaut mieux s'abstenir? Autre question qui se pose, le groupe a mis en place ces dernières années un changement stratégique de ses activités, on l'a vu, avec un recentrage vers les leviers de croissance, le cloud, l'analytique, l'IoT, l'Internet des objets, la blockchain, l'intelligence artificielle qui sont développées, alors que des cessions sont réalisées dans les autres activités du groupe, moins porteuses. Cette stratégie peut-elle se révéler efficace et permettre à la société de renouer avec une rentabilité en croissance? Seul l'avenir nous le dira, même si sur le papier, la stratégie est en effet intelligente. Autre question, le groupe se positionne notamment sur le cloud hybride, qui coûte plus cher aux entreprises que le cloud public qui est porté par des géants comme Amazon et Microsoft. C'est un pari de miser vraiment sur la partie hybride. Est-ce qu'il sera couronné de succès? C'est à voir. Voilà pour toutes ces questions parmi tant d'autres qu'on peut se poser quand on regarde le dossier IBM. Bien sûr, pour avoir une ébauche de réponse, une opinion, un conseil sur cette société, je vous invite comme d'habitude à aller voir l'analyse sur le site et la recommandation que nous associons à la valeur. N'hésitez pas à vous créer un compte, vous aurez 1 mois de test gratuit. Et voilà, j'espère que cette présentation, ce petit coup de projecteur sur IBM, cette société plus que centenaire, vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt avec l'équipe IBU.